Aujourd'hui, on parle de l'immigration clandestine au féminin. Les femmes se lèvent, elles se disent que l'herbe est plus verte ailleurs, elles ont envie de partir en Europe, elles traversent beaucoup de choses, elles mettent leur vie en danger parce qu'elles veulent aller en Europe. Qu'est-ce qu'elles vivent au quotidien? Qu'est-ce qu'elles vivent quand elles arrivent là-bas? Comment elles sont traitées? On en parle dans le détail aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Début de semaine, la pêche, la forme pour tout le monde comme d'habitude. L'émission en question, l'émission la plus suivie du monde, l'émission pour laquelle le monde s'arrête de tourner à 13h05. Comment ça va les filles? Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on salue des pays qui nous suivent parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas salué les pays qui nous suivent. Je commence par Dija. Kikiri. Sénégal, Maroc, Afrique du Sud, Mayotte et Grande-Bretagne. Et Grande-Bretagne, Aurélie? Le Mali, le Burkina, le Ghana. Il faut savoir qu'on a beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Ouais. Le Maroc. En tout cas, les pays d'Afrique. Je vous embrasse. Moi. Et Yasmine? Haïti, Centrafrique, partout dans le monde. Mais moi, je veux aussi particulièrement parler des gens qui sont sur le pont, ici à Abidjan, là. 3e pont. Là. Vous tous, j'ai oublié vos noms. C'est votre dédicace qu'elle a aujourd'hui. Très Les bien. gens qu'on croit chez la tante Mado, chez la tante Toto. Vous tous qui m'avez dit de faire des dédicaces. Ouais. Vous aimez Kadi, vous aimez Aurélie, vous aimez DJ, fait la commission, on a oublié les noms. On vous aime, oh, c'est gros comme ça. Et voilà, et moi je salue le Cameroun, les États-Unis, le Gabon, le Togo, Dakar. Waouh, L'Arménie, parce que j'ai été agréablement surprise de savoir qu'en Arménie, il y a une forte communauté d'Ivoiriens qui suit aussi les femmes d'ici, l'Arménie, la Turquie et Dubaï. Enfin, Dubaï, les Ivoiriens qui sont là-bas. Ouais. Et voilà. Comment ça va les filles encore? Ouais, ça va. C'est très sérieux, très important. Et on a un spécialiste qui est avec nous. Il est sociologue de la migration. Il s'appelle Dr Franck Kehi. Mais Dr Franck Kehi, ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, je sais que tu as beaucoup d'autres titres en plus d'être sociologue. Donc, je vais te laisser te présenter sur tout ce que tu fais exactement. Qu'est-ce que Franck fait? Oui, effectivement, merci pour la présentation. Effectivement, je m'appelle Dr Kehi Franck. Je suis sociologue de la migration, spécialiste de la Libye et des dynamiques transfrontalières. Et au-delà de ça, je suis aussi secrétaire général de la communauté ivoirienne en Libye. Et au-delà de ça, j'étais professeur, je suis toujours professeur des sciences économiques et sociales à l'école française de Tripoli. Voilà. Wow. Très bien, donc Bravo. beaucoup de titres. Hein? Waouh! Tiens, c'est intéressant. Bonjour. Bonjour. Alors, on se présente comme tu as quitté à Tripoli. Okay. Ici, c'est à Abidjan, il n'y a rien. Les nouvelles sont bonnes aussi. Les femmes d'ici, c'est l'émission qui est déjà. Il n'y a pas 2 émissions. À n'importe quel moment, les gens sont connectés. Tu n'as pas vu à 13h05, tu étais à 23h. 23h, tu ne peux pas, tu vas sur YouTube. YouTube, tu ne veux pas, tu es en direct sur Facebook. Tu n'as pas de télévision, reviens sur Facebook, tu peux regarder encore. Ça y est, là, 24h. Je m'appelle Yachou. Non, Yachou, Were. Were veut dire la fille bandite. C'est ça. La fille qui casse tout. Est-ce que tu vois un peu le genre? Ouais. Voilà, merci, professeur. Très bien. Donc voilà, elle s'est déjà présentée. Elle s'appelle Yasmine. Okay. Et on a Dija Soro et Aurélie Eliam. Ministre de la fonction. Bienvenue chez les femmes d'ici. Yasmine, est-ce que l'invité te fait un effet particulier? Bon, Parce alors, que ce qui m'a dérangé... je ne comprends pas. Voilà, juste, ça paraît, tu as bien posé la question. L'invité, mais il n'a pas porté de bague. Oui. C'est la première fois qu'on reçoit un homme, il n'a pas d'alliance. Monsieur... La première fois. Oh my God! Ils ont toujours alliance. La tonton qui porte veste, qui ont fait papier au Koumbe Père. Ça dit que sa tête va s'exploser. Oui, tout la titre là, c'est quelqu'un qui a fait de hautes études, la NBA, au niveau. Tonton,
fois qu'on y a montré à mes collègues. Voilà. Je peux le Seigneur vous épargne de ce péché. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous pensez que la femme, quand elle se met l'immigration clandestine, ça concerne les hommes et les femmes. Est-ce que vous pensez que la femme est plus en danger que les hommes? Ah oui, tout à fait. Ah oui, il y a le viol, il y a plein de choses. Hein. Oui, parce que déjà, même les hommes sont en insécurité. Bien donc, sûr. Encore plus les femmes qui sont très vulnérables, on peut facilement vendre. On vend les hommes, encore plus les femmes, je pense. Et même la traversée, je pense que physiquement, ça doit être plus éprouvant pour elles que pour les... Enfin, je pense que c'est éprouvant pour tout le monde, mais encore plus pour elles. Donc, je pense que les femmes sont beaucoup plus en danger que les hommes. Que les hommes. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez aussi vue il n'y a pas longtemps, de la dame qui décédait dans le désert. Elle était couchée, elle était tellement fatiguée, elle avait marché pendant longtemps, elle était dans un groupe d'hommes et je ne sais pas comment ils avaient encore de la batterie, mais ils ont filmé et tu vois le corps de la femme a enflé. Au début, on a vu quand elle était en train d'agoniser et après, tu sais, quand tu meurs, là, ton corps enfle. Oui. Ils ont montré, ça tournait sur les réseaux, elle était toute affaiblie et le truc, c'est que ses parents ne savaient même pas qu'elle était partie. Et à chaque fois qu'elle disait à sa mère qu'elle voulait partir, sa mère lui disait non, ne t'en vas pas, reste à Abidjan. Et quand j'ai entendu dire qu'elle a payé, je crois, 2 ou 3 millions pour pouvoir faire cette traversée, je me suis dit mince, parce que 2-3 millions, ça aurait pu faire tellement de belles choses à Abidjan. Mais pourquoi en plus on la filme et tout? Mais ils l'ont filmé en fait, c'est un SOS, parce qu'ils sont retrouvés dans le désert, ils n'avaient pas d'issue en fait. Il n'y a pas à manger, il restait un petit peu à boire dans les bouteilles qu'ils partaient, c'est très compliqué. Tu sais qu'il y a beaucoup de femmes, effectivement, on va en parler tout à l'heure, qui partent en espérant vivre le European Dream, si je peux dire ça, mais finalement qui se retrouvent à envoyer des vidéos de demande d'aide sur Facebook. Oui, je veux rentrer, aidez-moi, je n'ai pas d'argent, on me maltraite, je travaille pour telle personne, on ne me donne pas à manger. Combien sont ces cas-là? Et je connais une dame qui a essayé de partir, même 2 ou 3 dames d'ailleurs, qui ont essayé de partir. Une qui s'est retrouvée finalement à travailler en tant que nounou à Dubaï, une autre qui est partie, qui a réussi à arriver en Espagne, mais qui n'a pas pu avoir les papiers, qui a été rapatriée et qui vit au Maroc actuellement. Mais quand tu leur demandes, certaines, en tout cas, veulent revenir, mais il y en a d'autres, elles sont têtues. Elles se disent qu'elles veulent tout sauf revenir au pays. Ouais. C'est ça qui est un problème. C'est ça qui est un Sans problème. Sans oublier celles même qui traversent, qui traversent dangereusement, justement, un chemin où il y a des viols, il y a des attaques. C'est ça, c'est de ça qu'on va parler même, justement. C'est grave, c'est grave. Alors, lors de la traversée, est-ce que vous pensez que la femme se met le plus en danger? C'est la question qu'on a posée aux Ivoiriens. On écoute les réponses. Oui, les femmes sont beaucoup plus exposées parce qu'elles sont exposées aux dangers liés à la, comment dirais-je, aux dangers liés au viol. Au viol, et elles sont beaucoup exposées puisqu'elles n'ont pas assez de force pour lutter. Les gens, souvent, au niveau une fois sur les eaux, ils sont exposés à toutes sortes de dangers. Les hommes, au moins, ils peuvent lutter un peu pour se libérer. Mais les femmes, en tout cas, ce n'est pas facile. Oui, bon, je retourne la question, peut-être à vos auditeurs. Pourquoi la femme serait plus exposée que l'homme? La femme a toute sa place. Il faut que vous arrêtez ce cliché-là de la femme doit rester à la maison, la femme est fragile, la femme est ci. Mais moi, quand j'étais jeune, on nous interdisait d'aller au port parce que les jeunes garçons étaient violés, on les droguait pour pouvoir d'autres étaient homosexuels. Donc c'est je veux dire, je ne sais pas comment on dit ça. Le danger, il est partout, que ce soit la femme ou l'homme. Tout dépend de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Je crois que oui, les femmes sont beaucoup exposées à l'immigration clandestine parce que lors de la traversée, arriver là-bas, je crois qu'elles sont beaucoup faibles par rapport aux hommes et elles sont exposées à de nombreux délits. Elles peuvent être, par exemple, la prostitution ou utilisées pour d'autres choses, pour des rituels, qu'on voit de nos jours. Effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Mais ce que j'ai envie de demander tout de suite à Franck, on va parler peut-être dans cette première partie-là de comment est-ce qu'elle quitte même la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la trajectoire, par où elle passe généralement. Et donc, tu vas nous dire. OK. Il faut savoir qu'il y a
Il y a différents profils de départ parce que il y a c'est-à-dire on peut dire qu'il y a des migrantes qui ont une capacité financière à s'autofinancer pour pouvoir, c'est-à-dire immigrer. Et il y a des femmes qui n'ont pas cette capacité financière-là. Et comment on peut essayer de qualifier ça? C'est-à-dire, on a ces femmes qui ont cette capacité financière, évidemment, elles font des métiers ici. C'est ça, des commerçantes. Soit commerçantes, ou bien soit elles sont mariées et puis elles ont eu à épargner. Et là, j'ai fait un clin d'œil aussi aux femmes de corps habillé aussi qui ont beaucoup migré. Il faut aussi savoir que ces femmes jouent de leurs relations et elles trouvent c'est-à-dire les numéros des passeurs, comme on les appelle. Et sur le terrain, on les appelle les coxeurs. Et c'est à travers ça qu'elles migrent. Et puis maintenant, l'immigration, il faut le voir sur deux volets. Il y a le volet où elles vont par avion. Donc, elles peuvent partir en Tunisie, par exemple, et puis de là-bas glisser vers la Libye. Ou bien emprunter le chemin le plus difficile, quoi, qui est le chemin de la migration clandestine. Allons sur la migration clandestine, justement. Oui. Il faut savoir qu'à ce niveau aussi, on a 3 trajets. On a le trajet côtier passant par le Ghana, Togo, Bénin pour aller au Niger, en allant en Libye. On a le deuxième trajet qui passe par le Burkina, en allant vers Niamey et Agadez pour aller en Libye. Et on a le troisième trajet qui part vers Bamako et Gao pour aller en Algérie et puis atterrir en Libye. Moi, j'ai deux questions, du coup. Peut-être que qu'est-ce qui motive ces femmes-là à quitter leur pays? La première question est... Bon, allez-y. Qu'est-ce qui motive ces femmes? Je pense que selon les témoignages que j'ai eu à recueillir sur le terrain, surtout en Libye, c'est le fait que il y a le premier cliché qui est le fait que chaque femme aussi veut essayer de se visibiliser à travers les réseaux sociaux aussi, montrer aux uns aux autres qu'elles ont réussi à aller dans un pays européen. Parce qu'il faut savoir que les pays maghrébins sont considérés comme des pays photocopies, si on peut dire ça, des pays européens. Oui. Mais pourquoi la Libye principalement? Parce que tous les trajets la mènent à la Libye. Pourquoi la Libye? Parce qu'au départ, ce n'était pas la Libye, au départ, c'était le Maroc. C'est-à-dire c'est après la révolution libyenne de 2011 qu'on va avoir cet intérêt d'orientation vers la Libye, parce que la Libye sera la voie principale de la traversée. Dans la mesure où on a 300 km sur l'eau, la Libye séparant l'Italie. Voilà. Et donc, du coup, la mer est plus proche par là-bas. Oui. L'écart entre le continent européen et le continent africain par la Libye est moins large, je dirais, que si on passait par le Maroc, c'est ça? En fait, c'est le Maroc qui est plus proche que l'Europe par rapport à la Libye. Oui. Voilà, parce qu'il y a Tanger, à Gibraltar, au niveau du Maroc. Mais en Libye, il y a une distance. Ouais. Mais c'est en réalité le moyen de la traversée qui est plus ou moins flexible, quoi. Facile, en fait, parce qu'en Libye, c'est sur l'eau. Dans un pays un peu instable, pas instable même, où on a des milices qui se spécialisent dans la traversée méditerranéenne. Voilà. Alors, vous parliez en termes de finances, des femmes qui sont indépendantes, mais qui ont de l'argent, qui travaillent, qui font un commerce. Donc, elles payent beaucoup d'argent, beaucoup plus que les autres, pour traverser, pour aller juste en Libye, pour se faire maltraiter. Je ne comprends pas. Non, en fait, il faut savoir qu'au départ, les migrants n'ont pas d'informations. C'est-à-dire qu'ils se font endoctriner par les passeurs. Voilà. Okay. Et, par exemple, ce que j'appelais la théorie de la mobilité efficace. C'est-à-dire les passeurs font croire aux migrants, aux candidats à la migration, qu'ils ont la possibilité d'immigrer en 22 jours. C'est-à-dire d'ici d'Abidjan jusqu'à Tripoli, vous partez en 22 jours, vous arrivez. Vous voyez un peu. Et donc, du coup... Aujourd'hui, il y a quand même l'information qui circule. Tout le monde sait comment ça se passe, que c'est difficile, que les traversées sont de plus en plus difficiles. Comment ces gens-là arrivent encore à convaincre des gens que ça peut être facile? Oui, il faut savoir que dans cette période dans laquelle nous sommes inscrits, on a plus ou moins le fait qu'il n'y a plus cette affluence vers la Libye. Parce qu'effectivement, comme on le dit, c'est relativement fermé, quoi. C'est-à-dire, les passeurs informent les migrants de l'opportunité qui se crée. Vous voyez un peu que c'est ouvert, vous pouvez venir, venez, voilà. Et aussi, les migrants, aussi, pour ceux qui sont plus ou moins instruits, ils vérifient sur les réseaux sociaux.
et ils s'investissent. C'est quoi le trajet typique d'une femme qui traverse d'Abidjan jusqu'en Libye? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pendant qu'elle traverse d'un pays à l'autre, elle doit chaque fois payer des gens? Comment est-ce qu'elle se loge? Comment ça se passe? Est-ce qu'elle doit marcher aussi des kilomètres comme on le voit? C'est quoi le trajet typique? Oui, en fait, il n'y a pas de trajet typique en tant que tel. C'est-à-dire que tous les migrants sont inscrits dans la même logique, dans les mêmes moyens. Maintenant, il faut savoir que il y aura un traitement en fonction des pays, en fonction des territoires, en fonction des cultures, en fait. C'est-à-dire, si on veut prendre le trajet malien, passant par Algérie et aller en Libye, il faut savoir qu'au niveau du Mali, par exemple, avec c'est-à-dire ces territoires dynamisés par la religion islamique et tout ce qui va avec, il faut savoir qu'on a ce respect de la femme, vous voyez un peu. Et donc, lorsqu'on arrive à Gao, par exemple, à Gao, les femmes sont plus ou moins bien loties, en fait. On les place de sorte qu'elles ne soient pas gênées, en fait. Il y a d'autres qui s'asseyent à côté du chauffeur. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Attendez. Et donc, elles sont relativement à l'aise, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, je veux aller en Libye aujourd'hui. Oui. On va aller un peu terre à terre, excusez-moi si vous permettez. Oui. Je vais aller en Libye. Ouais. Je rentre, le passeur, il a donné mon âge. Oui. On dit c'est 3 000 €. Moi, c'est pas... C'est ça, non? Voilà, oui. Libye, ça, 2 millions, 3 millions. Ça dépend, oui. 2 millions, 3 millions. En CFA, c'est combien? Alors, on ne va pas donner toutes les astuces pour partir. On n'a pas envie de donner le prix. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'est-ce qui se passe sur la route comme difficulté. Voilà. Excusez-moi, je me lève, je vais à la gare pour prendre mon cas pour partir. Il y a un cas spécial. Nous, tous ceux qui sont dans le camp, on est des immigrés. On veut partir, nous tous en Libye. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Mais c'est une voiture. Oui, c'est-à-dire tout s'est défini autour du passeur. Vous voyez un peu. Le passeur, par exemple, il peut avoir plusieurs clients, si on peut dire ça comme ça. Il y a plusieurs personnes qui sont candidats à l'immigration. Okay. Et il essaie de les réunir. Okay. Pour faciliter, c'est-à-dire la démarche. Vous voyez un peu. Donc, ils se mettent ensemble. Et puis maintenant, il y a nécessairement des passeurs relais, c'est-à-dire des passeurs qui sont sur ces différents territoires-là, qui facilitent la mobilité. Par exemple, s'il arrive à Bamako, il appelle son gars de Bamako. Il a sa voiture ici ou son camion ici? Non, il n'a pas sa voiture ici. Il y a déjà des voitures, c'est-à-dire des camions de transport officiels. Voilà. C'est ça, je demandais. Effectivement, c'est un peu ça. Jusqu'à transport, camion de transport. C'est ça, il a demandé la camion là. Wow. D'accord. Et donc, eux, ils arrivent dans une autre ville ou dans un autre pays, et il y a un autre passeur qui prend le relais au fur et à mesure. Il s'appelle, voilà. Donc, d'abord, moi, je les appelais les passeurs satellites, c'est-à-dire ceux qui sont déjà sur le terrain d'immigration. Et puis maintenant, on a les passeurs relais qui essaient de relayer aussi, voilà, c'est-à-dire ce processus de mobilité sur le terrain. On constate souvent que, comme Yasmine le disait, arriver, des fois, on les abandonne, ils ne savent plus, ils sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que le passeur leur donne la garantie qu'ils les accompagnent ou bien qu'ils seront accompagnés jusqu'à destination? Ou arrivé à un moment, peut-être s'il y a la police, il y a une patrouille, ils les abandonnent là, et puis c'est chacun pour soi? Oui, en fait, je ne vais pas jouer les défenseurs, l'avocat des passeurs. C'est juste une logique que je vais expliquer. En fait, les passeurs n'ont même pas intérêt à laisser, c'est-à-dire leurs passagers, comme ils appellent, sur le terrain, parce que ça gâte aussi leur business, leur mangement, comme on le dit chez nous. Vous voyez un peu. Et donc, en réalité, il faut savoir qu'il y a des difficultés souvent qui poussent les passeurs à laisser c'est-à-dire les passagers. La première difficulté, c'est par exemple le financement. C'est-à-dire, si je prends un exemple, si la personne a financé par exemple 800 000 et que les frais de route commencent à dépasser les 800 000, alors du coup, il laisse. Il les abandonne. Voilà. Donc moi, je vais me lever, j'ai donné 800 000. C'est ça qui est moi en Libye, ça ne va pas m'arriver. Puis sur la route, il me pède. Il faut savoir que sur le trajet, il y a des renouvellements des principes aussi. Il y a des renouvellements des principes. Ça veut dire que le prix initial qui était donné en change de bouche, comme on dit à chaque fois, et ça fait que les personnes se retrouvent ruinées. Est-ce qu'il y a des régions, ici en Côte d'Ivoire, où les personnes sont plus susceptibles de voyager, ils voyagent un peu plus que d'autres? Oui, je pense que lorsqu'on regarde les reportages, on parle toujours de Daloa et effectivement, ce n'est pas aussi faux. Mais en réalité, les migrants ivoiriens ne sont pas forcément originaires des Dalois. Ouais, ils se retrouvent là-bas. Ils ne sont pas originaires des Dalois. Très bien. Donc la difficulté aujourd'hui, elle est plus... Est-ce que la difficulté réside surtout dans la trajectoire, l'itinéraire pour aller en Libye, ou c'est quand on arrive en Libye maintenant que ça devient encore plus compliqué? En fait, il y a ces deux difficultés-là. C'est-à-dire, la première difficulté, c'est la trajectoire. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui arrivent sains et saufs, comme on le dit, et puis il y a des personnes qui arrivent cabossées. Voilà. C'est-à-dire, ils vivent ces difficultés, ils sont malades, ou
n'ont plus de financement, et voilà. Et donc, quand ils arrivent sur le lieu, maintenant, en fonction du profil d'arrivée, ils maintenant développent des stratégies d'intégration. D'accord. Donc, on marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Le docteur Franck Keyi, sociologue en migration, est avec nous pour parler de la migration clandestine au féminin. Les filles, on applaudit les sociologues. Le nouveau camarade de Yasmine. Alors. Non, c'est qu'il dit là, il n'y a plus de... Il ne dit pas bien les choses. On veut que tu nous expliques la souffrance. Mais justement, on va venir à ça. Alors, peut-être que ça dépend à quel moment il y a la souffrance. Il n'y a pas peut-être... Quand elles sont en train de passer, elles sont en train de partir. Parce que dans cette deuxième partie, j'aimerais maintenant qu'on se focalise. On a parlé de la trajectoire. On va parler maintenant de quand elles arrivent, comment ça se passe, comment elles sont traitées. Je pense que c'est là-bas encore qu'il y a le plus de problèmes. Justement. Mais avant ça, est-ce que sur la route, quand même, on les maltraite pas, elles ne sont pas violées et dépouillées de leur... c'est ça. Où intervient le danger? Parce que quand vous parlez, on a l'impression que c'est tout à fait... Non, c'est parce que c'est que la première partie. Le danger, c'est vraiment quand ils arrivent en Libye, en fait. Où intervient le danger? En fait, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le traitement se fait en fonction des territoires. J'ai parlé du territoire malien, je n'ai pas parlé du territoire algérien. En fait, c'est ça. Voilà, parce qu'il faut savoir que le danger, il est évolutif, en fait. Voilà. Au fur et à mesure, le danger s'accroît. Lorsqu'on arrive au niveau de l'Algérie, par exemple, à Tamaracet, ou aller jusqu'à Debdeb, qui est juste à l'extrême est, il faut savoir que sur ces trajets-là, les femmes sont soumises souvent à des chantages des passeurs, par exemple. Parce que il faut savoir que dans ces pays arabes, souvent, on a nos frères qui ont souvent cette difficulté d'avoir des épouses. Parce qu'il faut savoir que dans ces espaces, ce sont des espaces purement masculins. C'est-à-dire qu'on a plus des hommes au dehors que des femmes. Et donc, il n'y a pas cette possibilité de pouvoir aborder une femme pour avoir, voilà, vous voyez un peu. Et donc, du coup, c'est dans ce lot de migrants-là qu'il y a certains passeurs qui piochent à l'intérieur. Piocher même. Voilà, si je peux, parce qu'il y a une forme de chosification de la femme, en fait. Bien sûr. C'est quoi le type de profil des femmes qui sont le plus, justement, sélectionnées dans ce genre de cas-là? Les plus belles. Les plus belles. Si je dis célibataires, celles qui n'ont pas de mari. Les plus belles. Non, mais même si tu as un mari, tu passes sur ton mari. Voilà, ils n'ont pas de statut. Ce sont que les femmes qui circulent. Même si elles sont mariées, elles vont marier, elles ont des enfants, elles n'ont pas des enfants, ils s'en foutent. Et même si tu veux ton mari... Tu es la plus belle, si tu respectes les critères culturels de la beauté, t'es pioché. D'accord. Mais c'est sans ton avis, sans ton consentement, limite tu es enlevé, on peut dire ça. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de chantage, en fait. Parce que vous êtes dans un pays étranger, vous ne maîtrisez pas trop les principes. Et donc, du coup, vous vous soumettez à ça. Et tu es dans l'illégalité. Voilà. Tu te plains à qui, en fait? Effectivement. Donc, c'est l'Algérien ou l'Ivoirien qui vit là-bas qui te prend? Comment? C'est le monsieur algérien qui pioche d'après vous. Non, il n'est pas algérien. Les Ivoiriens qui sont là-bas. C'est le passeur. C'est les passeurs. Les passeurs sont... peut être de n'importe quelle nationalité. Ah, d'accord. Non, les passeurs, ils ne sont pas des Arabes. C'est des Ivoiriens, c'est des Maliens. Ah, bon. C'est des Maliens. Ce sont nos frères qui nous vendent. Oui, c'est toujours comme ça. Eux, en fait, c'est toujours nous. C'est entre nous, noirs. On a encore un retour de la traite négrière en version immigration. On donner de nationalité. Si c'est malien, c'est ivoirien et tout. Mais en tout cas, c'est les propres frères noirs là qui sont à tous les postes. Et c'est eux qui font le travail. Et pour celles qui arrivent en Libye, finalement, quand elles arrivent, elles sont confrontées à quoi comme difficulté? Oui, le problème, c'est la difficulté d'intégration. Comme je le dis, en fait, lorsqu'elles arrivent, c'est le profil d'arrivée qui détermine leur intégration. C'est-à-dire, si elles sont venues par... Comment je peux appeler par... si elles ont été cooptées, si on peut dire ça, non? Si c'est... Vous parlez anglais? Un peu. Si elles sont venues par quoi? Par bateau bien? Par quoi? Bon, par car? on parle de la migration clandestine par le désert, hein? Voilà, par car. Donc, lorsqu'elles arrivent, si elles sont venues, par exemple, si c'est leurs frères, voilà, leurs parents, par recommandation, voilà, si ce sont les frères, si c'est les parents, OK, elles ont la possibilité de mieux s'intégrer. Maintenant, si elles viennent par la main d'un passeur, comme on le dit, ça va dépendre aussi de la moralité du passeur en question. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand elles sont sur place en Libye? Comment elles sont traitées? Pourquoi c'est dangereux pour les femmes, en fait? Oui. Comme elles sont traitées, comme je le dis, c'est le même procédé. C'est-à-dire, d'abord, ça va dépendre de eux, c'est-à-dire la logique de son projet migratoire. Si ce sont des femmes qui veulent forcément traverser, elles vont être parquées dans ce qu'on appelle des foyers.
Elles sont là-bas et elles attendent le jour de la traversée. Vous voyez un peu. Et maintenant, lorsqu'elles sont dans ces foyers-là, elles vont forcément manquer de quelque chose. Elles ont les finances qui finissent. Donc, du coup, qu'elles sont dans ce manque-là, elles vont forcément accepter les propositions des passeurs. Et même lorsqu'ils sont mélangés, c'est-à-dire lorsque les femmes sont mélangées avec les hommes, avec les autres hommes qui ont cette intention, souvent, il y a des femmes elles-mêmes qui décident de s'offrir aux hommes. Parce qu'elles sont dans le besoin. Ouais. Vous voyez un peu. Ou bien elles rentrent dans une forme de ce qu'on appelle les pratiques sexuelles tarifées, c'est-à-dire la prostitution. C'est-à-dire la prostitution. Mais toi aussi, tu avais dit sexuelle tarifée. Faut pas prostitution, ça va finir. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, là, normalement, la Libye est censée être juste un passage pour aller de l'autre côté. Oui. Déjà même par pirogue ou par bateau. Mais combien de temps, en général, elles sont obligées de rester dans ce pays-là? Parce qu'on me dit souvent qu'elles arrivent, on leur dit, bon, dans 3 jours, tu prends le bateau, alors que finalement, elles sont là-bas pendant 3-4 mois. Qu'est-ce qui 1 an, 2 ans. Même 1 an, 2 ans. Qu'est-ce qui fait que, justement, elles sont bloquées dans ces pays-là et qu'elles n'arrivent pas à traverser? Lorsqu'on prend, par exemple, les filles qui sont revendues dans le marché, de la prostitution, elles peuvent, par exemple, rester pendant 3 ans pour payer, c'est-à-dire ce dû-là. Non, parce que souvent, elles sont revendues. Souvent, elles payent même les propres transports. Elles arrivent et puis elles sont revendues. Qui les revend? Les passeurs. Les revendent à des maisons closes qu'on appelle les connection house. Okay. Voilà. Donc, elles sont revendues là-bas à des prix où elles doivent se livrer afin de pouvoir rembourser ce prix-là. OK. Vous voyez un peu. Et donc, elles peuvent le rembourser en 2 ou 3 ans. Ouais. Et la plupart du temps, ce sont les femmes nigérianes à qui ça arrive. Voilà. De plus en plus, on voit les francophones aussi s'introduire dans cette logique-là. Et donc, ça rembourse leur dette là, on leur donne la possibilité de prendre le bateau maintenant pour aller. Oui, elles sont livrées parce que, je reviens tout là. En fait, ce sont on peut dire, je n'ai pas une caricature, mais ce sont les Nigériens qui ont inventé ces jeunes pratiques-là. Voilà. Okay. Donc, c'est beaucoup pratique. Il y a 2 volets aussi parce que lorsqu'elles restent, elles commencent à comprendre un peu le système et tout ça. Et il y a d'autres, par exemple, qui peuvent partir. Il y a d'autres qui peuvent rester aussi et puis inventer, c'est-à-dire un autre espace de la prostitution. Voilà, pour pouvoir engager d'autres filles ou faire la même chose comme les passeurs aussi. OK. Alors, Francky, tu as fait une thèse sur l'immigration clandestine au féminin. D'accord, avec un chapitre qui concerne les filles vierges. Oui. C'est quoi le traitement exactement avec les filles vierges? Oui. En fait, le chapitre est porté en réalité sur les femmes. Hein. Et puis, il y a juste un sous-titre qui parle des filles vierges. Mais ce caractère essaie d'expliquer le fait que ces filles vierges, lorsqu'elles sont revendues c'est-à-dire dans des maisons closes... Comment on sait qu'elles sont vierges, en fait? Elles le signalent, en fait. C'est parce que lorsqu'elles sont vendues dans les maisons closes, leur fonction, c'est de pouvoir... Faire des vérifications corporelles. C'est plus cher. Voilà, et puis c'est encore plus cher. Mais souvent, il y a dans ces maisons closes des... comme je peux les appeler, moi, c'est un peu brutal comme nom. Hein. Faut dire. Ils appellent le déviageur. Voilà. Le déviageur, lui, il est là pour ça. Le déviageur, il fait quoi? Il est là juste pour déviager les filles? Voilà. C'est son travail? C'est-à-dire, en réalité, il permet de l'introduire dans la logique. Voilà, et il est payé pour ça? Il n'est pas payé pour ça. Il peut être le gardien de la maison. En fait, c'est le gardien des vierges. Non, c'est le gardien de la structure, voilà, de la maison close. Ou bien, voilà, des prostituées. C'est lui qui fait les premiers coups pour comprendre si, effectivement... Bon, monsieur, franchement, excusez-moi, moi, je suis un peu terre à terre. Parce que je comprends, mais en même temps, je ne comprends pas. On a fini le trajet. Chaque pays a sa manière de fonctionner avec les femmes. Donc, quand les filles ont fini de payer, dans chaque pays, on leur donne à manger, on les loge en groupe, demain, elles vont prendre voiture, et ainsi de suite, quand elles arrivent en Libye. C'est ça. Si elles ont eu la chance, elles arrivent en Libye. Si elles n'ont pas la chance en Algérie, on les prend, elles vont rester femmes de quelqu'un, et puis la voiture s'en va pour les laisser. Oui. Là, elles sont là-bas même des années, d'autres meurent, on ne les voit pas, parce qu'elles n'ont pas la possibilité d'appeler leurs parents, soit elle a le numéro par cœur, puisqu'on arrache toutes les affaires pour ne pas qu'elles puissent s'exprimer. Donc ça, c'est un premier gros danger. Deuxième danger, quand elles arrivent en Libye, là, nous, on voit dans les réseaux sociaux, on les voit dans les foyers, elles sont plusieurs femmes, elles n'ont pas mangé, matin jusqu'au soir, on les maltraite, juste pour avoir un peu à manger. On les voit aussi souvent, on les place comme les esclaves. Avant, l'histoire qu'on nous a appris là, on les place pour les vendre. Celles qui ont plus peut-être de postérieur ou plus de poitrine ont un prix selon la peau et tout. Donc, quand on les vend là, c'est pour aller dans les maisons de prostitution.
Et quand elles vont dans les maisons de prostitution maintenant, c'est-à-dire que si on a acheté la fille à 800 000 francs, elle doit se prostituer jusqu'à ce qu'elle arrive à avoir les 800 000 là. Et puis elle va rembourser l'argent avec intérêt. C'est ça qui a fait 3 ans. Et puis maintenant, elle va pouvoir traverser. Mais, donc finalement, elles sont plus... Non, c'est pas pour gratter ta tête, c'est un sujet que... Quand on parle ici, on n'est pas dans... Même ça nous touche, on est des femmes. Donc elles sont plus parties pour aller en bengue. Elle, c'est pour aller se prostituer. Donc quand elle vient, je suis venue, bonjour, je vais me prostituer. Payez-moi, il a fait 4 ans, il a me prostituer, c'est intéressant. Et puis après, il a quitté. Et puis elles-mêmes, encore qu'elles se prostituent, elles font comme si elles se jouent les passeuses, elles vont attirer d'autres femmes. Parce que quand une femme attire, c'est plus facile qu'un passeur homme. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, non? Elle va rembourser beaucoup plus vite. Maintenant qu'elle a mis ce point. Sur les réseaux sociaux aussi, on voit des gens, des femmes qui sont souvent dans des maisons avec plein d'hommes et tout, qui sont sur elles. Ça, c'est à quel moment? Ça c'est un. On voit aussi souvent des gens qui font des trafics d'organes. Ça, c'est à quel moment? On ne parle pas de tout ça, docteur Franquet. Il faut qu'on parle de ça. Oui. En fait, d'abord, je vais essayer de vous remettre dans le contexte. L'émission a déjà fini. C'est déjà fini. Oui, mais depuis la façon que tu parles. OK. En fait, il faut savoir que... on a... C'est-à-dire, il y a un constat qu'on a fait sur le terrain qui est le fait que la plupart des migrants, là, il n'y a pas des migrants, les cas sont des hommes. Lorsqu'ils arrivent, en réalité, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir faire les rapports sexuels, de pouvoir avoir des rapports sexuels parce qu'on est dans un pays où on n'a pas la possibilité d'avoir des femmes. Donc, en moyenne, les migrants peuvent s'abstenir de façon forcée pendant 3 ans sans avoir des rapports sexuels. Okay. Et donc ça aussi, c'est un facteur qui permet la mise en place de ces maisons de connexion, là, voilà. Effectivement. Okay, et quoi d'autre Les trafics d'organes. Les trafics d'organes, là, je n'ai pas trop d'informations. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Alors, ce que je voulais demander, dans tout ce que vous dites là, quel est le pourcentage de femmes, en réalité, dans le fond, qui arrivent, en réalité, à traverser et... à vivre en Europe. C'est pas pour... Au contraire, c'est pour décourager, parce que dans ça, sur 100 femmes, il y en a combien qui réussissent à traverser, dans le fond? Voilà, et qui arrivent à s'installer. Il faut savoir que je n'ai pas trop le pourcentage en tête, mais tout ce que je sais, c'est que la plupart des femmes désirent traverser la Méditerranée parce qu'elles n'arrivent pas à s'intégrer en Libye. Dans la mesure où elles sont déjà habituées à une culture... Voilà, qui n'a rien à voir avec la culture arabo-musulmane. Vous voyez un peu. Et il y a beaucoup qui reviennent après, finalement? Oui, il y a d'autres qui reviennent, il y a d'autres qui restent là-bas, qui font leur vie là-bas. Voilà, qui font leur vie parce que le retour... Vous dites que d'autres restent pour faire leur vie. Excusez-moi, je ne suis pas encore partie là-bas, vous, mais je m'informe comme vous vous informez. Il faut savoir aussi que la communauté ivoirienne aussi s'organise à pouvoir aider aussi les femmes. Vous voyez un peu. Il faut savoir qu'on n'a pas d'ambassade en Libye. Il n'y a pas d'ambassade de la Côte d'Ivoire en Libye. Et ça, encore, c'est un gros problème dans la mesure où, lorsque les migrants n'ont pas le papier, ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils ne peuvent pas avoir un séjour et tout ça. Il faut savoir aussi que ça les contraint aussi à traverser l'eau. On a traversé, on te précise qu'arrivant en Libye, il faut avoir papier. Non, parce que sur la voie aussi, ils sont dépouillés. C'est-à-dire sur l'itinéraire, ils sont dépouillés. Et on les prend tout. C'est-à-dire même les passeports sont revendus. Surtout en Algérie, c'est-à-dire au Mali, par exemple, à partir de Khalil, la ville frontalière là. C'est-à-dire les passeurs récupèrent tous les passeports, surtout des Ivoiriens, des Maliens, et les propres frères maliens. Parce qu'il faut savoir que les Maliens ont un statut particulier en Algérie. Et donc, avoir un passeport malien est bénéfique parce que vous pouvez ils vont revendre le passeport à quelqu'un d'autre. Et voilà. Et puis aussi, le passeport malien aussi est bénéfique pour le Maroc. Avec les passeports biométriques. Donc, on revend ça, on revend au nord. Avec les passeports biométriques aujourd'hui qui sont vraiment sécurisés, est-ce qu'il y a la possibilité de trafiquer un passeport pour qu'une autre personne puisse utiliser ça? En fait, ce n'est pas pour emboîter l'avion, hein. C'est juste pour sillonner. Si on monte un policier qui ne s'est pas falsifié. Et puis surtout, tu sais que généralement, les Arabes et tout, ils disent que les Noirs se ressemblent. Merci. Donc, du coup, ils ont l'impression que c'est la même personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils n'ont pas de passeport, ils arrivent, voilà. Et c'est tout un tas de problèmes aussi. Voilà pourquoi l'association m'a délégué à ce que je puisse venir voir nos autorités. On est déjà en pourparlers. Ouais. Voilà, je pense que je salue même monsieur. Mais c'est à quel moment est-ce que parce qu'on voit des images aussi des personnes qui étaient sur des bateaux et qui ont été jetées dans l'eau, des personnes qui sont... Ça, c'est à quel moment, cette eau-là? Oui, il faut savoir que lorsque les migrants embarquent dans le bateau, il y a des formes de communautés. On peut avoir les communautés gambiennes, sénégalaises, maliennes et tout ça. Et vous allez voir que la communauté la plus forte, par exemple, lorsqu'ils sont en panne, ou bien il y a un problème, il y a un bobo par rapport au bateau, il y a des communautés qui se décident de pouvoir jeter d'autres dans l'eau.
Pourquoi? Pour pouvoir... Il y en a qui sont malades. Non, c'est pas c'est lourd. C'est parce que c'est lourd, ça ne peut pas avancer, c'est un problème. On va essayer de ne pas parler de nationalité. Ceux qui tombent malades non, aussi. Non, pas de nationalité. Certaines communautés, d'autres personnes parce qu'ils ont peut-être lourd, ils sont une charge, c'est ça? Oui, effectivement. Non, parce qu'eux, ils sont plus nombreux. Et les autres, peut-être, sont 4-5. Voilà. On peut facilement les mettre dehors et puis surtout lorsque vous êtes seul aussi, c'est pas... Voilà pourquoi les gens préfèrent aller en groupe, en fait. Monsieur, les immigrés qui sont allés se chercher, qui sauvent souvent les bébés dans l'eau, puis les mamans meurent, c'est eux qui vont prendre leurs frères pour les jeter. On leur cap parler, s'il vous plaît. Non, en fait, il faut savoir que lorsque vous êtes dans un instinct de survie, vous avez une autre réflexion. C'est ça. Voilà, en laissant la dimension patriote et autres. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont dans le bateau, qu'ils sont en face de la mort, tout de suite, il y a des stratégies qui apparaissent. Des stratégies radicales, quoi. Justement, donc, c'est ces 300 kilomètres entre, par exemple, la Libye et le pays qu'ils veulent atteindre. C'est sur cette eau-là, c'est ça? Puisque d'ici à la Libye, il n'y a pas d'eau. Oui. Mais par contre, on dit tu prends un bateau, là. C'est pas d'ici à la Libye, il n'y a pas l'eau. Oui. Donc, c'est là-bas, c'est ces 300 km que tout peut se passer, en fait. Effectivement. Il y a la faim, il y a les intempéries, il y a beaucoup de choses. Tu ne sais pas c'est quelle patrouille de policiers qui va venir et tout. En fait, c'est comme un jeu de loterie, en fait, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez voir quelqu'un aujourd'hui, et puis demain, on vous dit il est en Italie. Ou bien vous pouvez voir la personne, et puis on dit la personne est décédée. Voilà. Mais si, moi, je sais, parce que il faut savoir que... Justement, ses parents, je connais très bien ses parents, ils ont vu la photo de leur fille sur les réseaux sociaux parce qu'elle était partie, elle avait traversé. Mais eux, ils ne savaient pas qu'elle était partie. Elle a juste dit qu'elle partait chez une amie, et puis c'est sa photo, ils ont vu, elle était tombée, on dit qu'elle est partie sur l'eau. Donc, c'est cette appellation sur l'eau, là, je ne comprends pas. C'est à quel moment il y a l'eau, là, en fait. Donc, c'était très... C'est une jeune fille de 22 ans. Oui, donc, c'est un peu rapide, en fait. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la tragédie du désert. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est juste un jeu de loterie où les gens s'investissent, ils décident de parier sur eux-mêmes. Vous voyez un peu, c'est un pari, c'est comme ça, moi je décris ça, c'est un pari, voilà. Et donc lorsqu'ils s'investissent, ils croient, et là tout le monde devient religieux, tout le monde commence à appeler ses ancêtres. Il y a des femmes qui vont avec leurs enfants et tout ça. Oui, parce que tout ça, ce sont des stratégies aussi, parce que dans la mesure où lorsque vous arrivez en Europe, vous avez un statut particulier, lorsque vous êtes marié, même lorsque vous êtes enceinte, ou lorsque vous êtes accompagné d'un bébé et tout ça. Et donc tout ça aussi, tout le monde, les gens savent ça en fait. Donc, il y a énormément de bateaux qui échouent, qui n'arrivent pas à bon port, avec des décès et tout ça. Il y a combien de succès en réalité pour autant de vies perdues? C'est ça, j'ai demandé, Laïdi, il ne peut pas dire. Non, en fait, il faut savoir que selon... Il y a une conférence qui a été produite à Tripoli qui dit en réalité qu'il y a 80% d'échecs. Wow. Il y a 20% seulement... Oui, effectivement, j'avais oublié. Il y a 20% seulement de réussite. De réussite et 80% voilà. Et puis, les 80% maintenant restent. Alors, souvent, quand les bateaux des Européens, parce qu'ils prennent nos frères africains dans les pirogues ou les bateaux gonflants, ils les font monter pour ceux qui sont bien. Oui. Et on voit un peu la suite un peu dans les documentaires. Et des fois, il y a d'autres bateaux africains de peu importe, de certains pays qui les prennent et qui les mettent aussi à l'eau. Est-ce que c'est vrai? Non, moi je n'ai pas trop d'informations là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a une compétition entre, c'est-à-dire les gars de côte voilà, du pays africain et les Européens. Vous voyez un peu sur le sauvetage des migrants. Voilà. D'accord, ok. C'est l'heure de la deuxième pause publicitaire. On continue l'émission avec Dr Franck Key. À tout de suite. Nous sommes de retour, toujours en compagnie de Franck Key, sociologue de la migration, qui est avec nous et qui nous parle vraiment des dangers de la migration au féminin. Franchement, ça donne une boule au cœur, ça fait très mal de savoir que des personnes choisissent en fait de se mettre en danger parce qu'on se dit qu'ici, il n'y a pas de vie, on ne peut pas réussir ici. Alors que je pense que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui vivent des situations difficiles, mais je pense qu'on est quand même mieux chez soi. Je pense que si tu peux réussir à travailler, mobiliser 3 millions de francs CFA, j'imagine ce que tu peux faire en investissant ces 3 millions-là. Ouais. Mais je pense que c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Ils vont se dire que moi, coûte que coûte, il faut que je parte. Quel que soit ce que je vais avoir ici, je vais vivre mieux là-bas. Donc, peu importe ce que tu diras à ces personnes-là, moi, j'ai une question pour le docteur. Beaucoup de femmes qui se suicident aussi. Parlent dans la souffrance dans ce processus. On n'a pas ça dans notre culture, en fait. La culture du suicide, on n'a pas ça en Afrique. Bon. Moi, j'ai une question pour vous. C'est aujourd'hui, vous militez contre justement l'immigration. Mais qu'est-ce que vous faites en partenariat, on va dire, avec l'État pour justement lutter contre ça, surtout pour les passeurs? Parce que ce sont les passeurs qui sont vraiment la plaie de l'immigration. Comment vous arrivez, comment vous essayez, en tout cas du mieux que vous pouvez, à éradiquer ce fléau?
Il faut savoir qu'on a eu à mettre en place un groupe WhatsApp communautaire où on a essayé de sensibiliser, on a essayé de mobiliser des numéros des Ivoiriens afin de pouvoir les informer sur le danger de la migration, les informer aussi sur la situation politique libyenne et tout ça. Voyez un peu. Et aussi, il faut savoir qu'on a la communauté ivoirienne aussi qui m'a délégué afin que je puisse venir auprès de l'État plaider le retour de l'ambassade. Parce qu'il faut savoir que si on a une couverture institutionnelle, on a la possibilité de pouvoir contrôler, gérer toute cette masse de personnes-là qui veulent traverser dangereusement. Alors, avant de passer au Sans Tabou, moi, j'aimerais savoir combien de temps ça met en bateau, les 350 km là, entre la Libye et l'Europe. C'est combien de temps en bateau, combien de jours qu'ils font sur l'eau? Je pense que c'est des Zodiacs, des bateaux gonflables. Des bateaux gonflables? Oui, gonflables. Et puis maintenant, les bateaux font 10 km/h sur l'eau. Donc 10 km, si c'est 300 km, ça fait... 10 km, c'était, je comprends pas. 10 km/h. 10 km/h. Sur l'eau. Donc, si c'est 300 km, ça fait au moins... 100 km, ça fait 100 heures. Ça fait 10 heures, pardon. Il faut un jour et demi, en fait. Ah bon? C'est pas un jour et demi, s'ils n'ont pas de bateau de sauvetage. Il faut un jour et demi sur l'eau. Un jour et demi. Libye, Malte, c'est 383 km. Voilà. D'accord. Monsieur, mais est-ce qu'il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire est représentée en Libye? Non, c'est ce qu'il dit, c'est que Libye n'a pas, en fait. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, je pense qu'on a aussi nos autorités qui ont eu les données depuis 2014. Depuis 2014. Or, il faut savoir que la situation a beaucoup évolué aussi en Libye. Vous voyez un peu. Donc, il faut savoir que l'absence aussi de l'ambassade aussi conduit aussi les migrants aussi à faire des choix radicaux. On fait des choix radicaux comme quoi? Comme traverser la Méditerranée. Ouais, parce que s'il n'y a pas d'ambassade, ils n'ont pas de documents. Il y a des enfants qui naissent sans extrait de naissance. Il y a d'autres aussi qui ils sont déscolarisés parce qu'ils n'ont pas d'extrait de naissance. Voilà. Et donc, voilà. Ce serait bien, en tout cas, effectivement, qu'il y ait l'ambassade de la Côte. Parce que franchement, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, quoi. Tu vois, donc voilà, oui, effectivement. Il y a aussi ça aussi, parce que ça détériore aussi l'image des marques de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà, 40% d'économie dans l'UEMOA. La Côte d'Ivoire serait le seul pays de l'Afrique de l'Ouest qui n'aurait pas d'ambassade là-bas? Il faut savoir qu'il y a d'autres pays, mais... On a le Mali, le Ghana, le Nigeria, le Niger, le Togo. Il y a peut-être le Sénégal qui n'est pas là-bas aussi. Voilà, le Sénégal, c'est tout. Mais la plupart des grands pays sont représentés. On n'a pas de consulat, rien. Rien de chez rien. Quoi. Wow. Ça, c'est vraiment un gros coup de gueule, quoi. Et puis un cri en même temps. Voilà, je pense qu'actuellement, on a le ministère des Affaires étrangères qui commence à travailler sur ce dossier-là. C'est très bien. On commence à travailler vraiment sur ce dossier. D'accord. On va passer maintenant au Sans Tabou. Le Sans Tabou, c'est complètement différent de l'immigration. Sans tabou. Alors, la question du sans tabou, les filles, est-ce que vous pensez qu'il faut plutôt se venger quand on nous fait du mal? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Non. Est-ce que se venger, c'est une bonne ou mauvaise idée? Tu sais, souvent, quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut lui montrer que tu n'es pas idiot, en fait. Ouais. Tu vois, souvent, c'est bien. Il y a un proverbe qui dit, quand tu danses avec un aveugle et puis marches ton pied, là, il faut mâcher son pied pour montrer qu'il est... Voilà, tout à fait. Donc, souvent, c'est pas pour se venger à proprement dit, mais c'est pour que la personne sache que c'est pas un idiot qu'elle a en face, en fait. Qu'elle sache que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui peut faire aussi mal. Donc souvent, mais de façon générale, je ne suis pas trop pour la vengeance. Pour la vengeance, ok. Et Aurélie, il faut laisser le... c'est sûr que quand on t'attaque, il faut se défendre. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui fait rire dedans. Si on t'attaque, il faut se défendre. Si on t'attaque, il faut se défendre. Mais par contre, bon, après, quand on dit venger, si quelqu'un tue, enfin, je touche du bois, hein, comme je dis vraiment. C'est trop d'en tuer des jeux. Hein. Ma chère. Allons-y. Si quelqu'un veut tuer... Il ne faut pas appeler la mauvaise nous ici. Bon, bref. Je suis pas pour la vengeance. Mais si on t'attaque, il faut se défendre. D'accord, ok. Francky, est-ce que tu es pour ou contre le fait de se venger? La vengeance, bon... C'est un plat qui se mange froid. C'est quand même délicat, en fait. C'est clair que je suis d'accord avec elle, parce que lorsqu'on vous attaque, c'est nécessaire de se défendre, parce que la vie est belle, quoi. Voilà.
D'accord. Bon, moi, on a parlé de karma. Pardon, hein. Votre question, là, on a parlé de karma ici il y a pas longtemps. Votre dit. Tu vas aller faire, tu vas aller te venger. Karma va venir encore. Karma va venir encore sur toi. Bon, c'est pas mieux, tu vas rester dans ton coin et puis tu vas demander à Dieu de pardonner la personne qui t'a fait du mal. En fait, ça, c'est très bien dit. Bon. Vous êtes très bien éduqués. Moi, j'adore ça. Mais tu vas te venger comment? La vengeance qui est douce, c'est la réussite. La vengeance qui est chic, c'est d'être en haut. Merci. La vengeance qui est intéressante, là, c'est de dépasser ton ennemi. C'est la meilleure des vengeances. Sinon, on dit que toi-même, tu vas te lever. Parce qu'on dit que quand tu pries pour te protéger, ou bien si tu te laves avec canari pour te protéger, ou bien si tu te laves avec poudre pour te protéger, là, c'est mieux que de te laver retour à l'envoyer toujours. Parce qu'en te protégeant, là, ça fait retour à l'envoyer seul. En priant, jeûnant, là, ça fait retour à l'envoyer seul. Donc, erreur gaou de celui qui te touche, lui-même retour à l'envoyer, là, le prend seul, ça se venge sur lui. Il faut toujours avoir la position au-dessus de tes ennemis. Il faut être un aigle, il faut t'envoler. Aigle. Quand t'es vengé, ils n'ont pas Dieu. Même coton même peut les blesser. Quelqu'un de coton peut les blesser, tu vas le toucher, peut-être il est déjà décédé, ils vont mettre des lits sur toi. Donc toi, il faut être dangoro. Très bien. Ma question, c'était, on parlait de passeur tout à l'heure. Là. Ouais. Bon, quelqu'un a fait passer ton parent est décédé là-bas. Tu te venges, mais tu laisses. Voilà, c'est une très belle question. Mon parent, pourquoi tu allais passer là-bas? Pourquoi mon parent, nous on a habillé en train de manger garba matin, on entend me foutu à midi. Tu dis que toi tu es ambitieux. Ce sont tes ambitions. Tu veux passer. Il y a des risques. Moi, c'était au début quand ils avaient fait il y a 10 ans passé là. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en 2022 là, tu dis que tu vas passer. Nous on n'a pas cotisé à toi. Mais là, si tu as décidé, on ne peut pas frapper le passeur parce qu'on ne le connaît pas. Ouais, moi je pense que c'est pas la faute du passeur en réalité. Pour que tu sois une leçon pour la famille. Pour que les autres membres de la famille ne puissent pas faire comme toi. Sinon, on ne peut rien faire au passeur. Tu es d'accord avec ça, non? Si par exemple un passeur fait passer quelqu'un, est-ce que tu vas te venger de la personne? Je vais vous donner un exemple en fait. Ouais, on a je ne vais pas dire le nom de la nationalité en fait, qui était en prison et ils ont su qu'en réalité c'était les passeurs qui les avaient vendus. Or, en réalité, les passeurs étaient aussi de leur quartier. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mobiliser les parents au pays là-bas, afin que les parents puissent aller dans la famille de l'autre. Voilà. Waouh. Voilà. Il faut qu'on fait palabre. Oui, palabre. Là, ça aussi, c'est compliqué. Récupérer les parents et puis les envoyer au commissariat. C'est ce qui s'est passé. Mais ça, c'est une gentille vengeance. Ça, je peux comprendre. Là, si moi, le passeur est dans notre quartier, et moi, il a mis mon jet dedans pour faire partie un membre de ma famille. Et puis, il a vendu le membre de ma famille. Bon, nous, comme ça, là, esprit de 13 juillet, on t'est frappé. Ouais, ça, je pense que c'est autre chose. Ça, c'est pas vengeance, ça, c'est pas vengeance. Ça, c'est vraiment action raciste. C'est vrai, mais vous auriez pu dire, bon, je laisse le karma va se charger de lui. Si tu vas le frapper, c'est que tu te venges. C'est sûr que le karma va se charger, ça, c'est sûr. Mais quand même, comme on a dit, la loi doit quand même s'appliquer. C'est toi qui applique la loi. C'est la loi qui applique. On t'est frappé au quartier. La loi doit quand même s'appliquer. Alors, on est presque à la fin de cette émission. Je pense que Didia, tu as ta chronique libre à faire. Donc, on a reçu, vous savez, on a reçu Tiken Jah Fakoly ici sur ce plateau pour une très, très belle émission. J'étais pas là, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai que tu n'étais pas là. Mais c'est rare que tu ne sois pas là. Il est en tournée européenne et il faut savoir qu'il mobilise énormément de monde. Donc, il a mobilisé 20 000 personnes sur l'île de la Réunion. 15 000 personnes à Toulon, en France, et il continue en fait son spectacle. Et on sait que Tiken Jah sur scène, c'est le feu. C'est le feu, le feu, si vous aimez le reggae, si vous n'aimez pas, il y a quoi à vous. Mais en tout cas, on sait que Tiken Jah, c'est le feu. Et nous, on lui souhaite vraiment une très belle tournée, bonne continuation. On va vous mettre quelques petites vidéos de ce qu'il est en train de faire là-bas. Il mouille correctement le maillot ivoirien, le drapeau ivoirien. Yeah, Rastafari, on lui fait plein de bisous. On l'encourage. Comme, tu faisais quoi? Il dit Jara, Safari, il est cassé. En tout cas, c'est une fierté, quoi. Tu vois, quand le nom de la Côte d'Ivoire, on dit le nom de la Côte d'Ivoire partout, comme ça, c'est magnifique. Et puis, c'est une star qui est calme. Il ne fait pas bruit. Il n'est pas dans le mouvement de quelqu'un. Il travaille. C'est la meilleure des choses. Tu travailles. Voici son jet. Bon, lui, là, comme ça, là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Franck Keï, est-ce que tu as un mot de fin? On est à la fin de cette émission. Est-ce que tu as un mot de fin pour toutes celles qui sont là, qui se disent j'ai envie de partir, qu'est-ce que tu leur dirais? En tout cas, ce que je pourrais dire à ces jeunes filles-là, c'est de voyager normalement, en fait. Voilà, de voyager normalement, d'être informées. Et voilà. Donc, je les déconseille de pouvoir prendre la route
sur le désert et tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Très bien, d'accord. Alors les filles, on est à la fin de cette émission. On va se retrouver mardi, demain, pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bye bye.